Les amis, Ibrahim Traoré vient une fois encore de prendre une décision vraiment qui laisse le monde sans voix. Cette décision est une décision impressionnante, une décision qui tape le poing sur la table. Ibrahim Traoré tape le poing sur la table. Il dit non, ça ne doit pas se passer comme ça. Oui, le Burkina Faso interdit la diffusion de TV5 Monde, l'accusant de désinformation et d'apologie du terrorisme. La junte militaire qui dirige le pays a suspendu ou interdit la diffusion de plusieurs médias étrangers. Pas seulement de TV5 Monde, mais TV5 Monde est à la tête. Et si cette décision au Burkina Faso révélait une guerre bien plus grande que celle contre le terrorisme, il se passe quelque chose de profondément troublant dans la manière dont l'information circule aujourd'hui. Quelque chose de profondément touchant. On est face à un signal politique fort, presque un message de rupture dans une région où l'information n'est plus seulement un outil de reportage, mais un enjeu de souveraineté et de sécurité nationale. Parce qu'au Burkina Faso, la décision de suspendre la TV5 Monde n'est pas un geste isolé, c'est un acte qui s'inscrit dans une dynamique beaucoup plus profonde, celle d'un Sahel en pleine récomposition où les États redéfinissent leur rapport à l'information, aux médias étrangers et surtout au récit de la guerre contre le terrorisme. Et la vraie question est simple, mais dérangeante. Sommes-nous encore dans le domaine du journalisme ou déjà dans une guerre de l'information? Il faut se la poser. Quand une chaîne internationale comme TV5 Monde est suspendue sur un territoire national, il serait trop facile de réduire cela à une simple sanction administrative. Non, 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 non. Ce type de décision est toujours politique, toujours stratégique. Les autorités burkinabèses justifient cette interdiction par des manquements graves à l'éthique et à la déontologie, notamment dans la couverture des attaques terroristes survenues récemment dans la région du Sahel. Mais derrière cet thème institutionnel, ce qui est réellement en jeu est beaucoup plus sensible, le contrôle du récit autour de la guerre contre le terrorisme. Et là, posez-vous une question essentielle. Est-ce que vous pensez qu'un média international peut couvrir une guerre dans un pays en crise sans que sa narration soit perçue comme une prise de position? Ou autrement dit, où se situe la frontière entre informer et influencer? Depuis plusieurs années, le Sahel n'est plus seulement un espace de conflit armé. C'est devenu un espace de confrontation des récits. D'un côté, les États du Burkina Faso, du Mali et du Niger cherchent à reprendre le contrôle de leur communication sécuritaire, souvent après avoir accusé certains médias étrangers de biais, de désinformation ou de perception négative des opérations militaires. De l'autre côté, les médias internationaux revendiquent leur rôle classique, informer, enquêter, documenter les faits et même dans les zones de guerre. Mais dans un contexte où les attaques terroristes se multiplient, où les populations vivent dans la peur et où chaque image peut être instrumentalisée, la neutralité devient un concept extrêmement fragile. Et c'est là que le problème commence. Parce que dans ce type de contexte, une information n'est jamais juste une information. Elle devient un levier politique. Selon le Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso, plusieurs contenus diffusés entre avril et mai 2026 auraient franchi une ligne rouge. Ces contenus auraient été interprétés comme de la désinformation, voire dans certains cas comme une forme de glorification indirecte des groupes armés terroristes. Et là, c'est dommage. C'est une accusation extrêmement lourde. Mais attention, ce n'est pas la première fois que la chaîne est visée. TV5 Monde, ce n'est pas la première fois que cette chaîne a été suspendue. Le régulateur rappelle que des incidents similaires auraient déjà conduit à des suspensions temporaires en 2024. Ce détail est important parce qu'il montre que nous ne sommes pas dans une réaction isolée, mais dans une tension durable et progressive entre les autorités burkinabèses et certains médias internationaux. À ce stade, une question devient inévitable. Est-ce une volonté de corriger des dérives médiatiques ou une stratégie plus large du contrôle du discours public? Il faut être très clair ici.
Ce qui se joue dépasse largement TV5 Monde. Nous sommes entrés dans une époque où les conflits ne se limitent plus au terrain militaire. Ils se jouent aussi dans les perceptions, dans les récits, dans la manière dont une attaque est racontée, contextualisée ou interprétée. Dans le cas du Sahel, du Mali, du Burkina Faso, du Niger, chaque reportage sur une attaque terroriste peut avoir 3 lectures différentes. Une lecture journalistique occidentale, une lecture gouvernementale locale, une lecture des populations directement touchées. Et ces 3 lectures ne coïncident presque jamais totalement. Résultat, la vérité devient fragmentée, le récit devient conflictuel et la confiance dans l'information s'effrite. Et c'est exactement dans ce vide que naît la guerre de l'information. Mais là, Ibrahim Traoré vient de poser un pas décisif. Et ce que nous observons ici, ce n'est pas seulement une tension dans un média, c'est une affirmation de souveraineté. Le Burkina Faso, comme d'autres États du Sahel, cherche aujourd'hui à reprendre le contrôle total de la manière dont son actualité sécuritaire est racontée. Et cette logique s'inscrit dans un mouvement plus large, celui de la remise en question de l'influence médiatique étrangère dans les affaires internes. Mais cette démarche pose une question délicate. Peut-on lutter contre la désinformation en restreignant l'accès aux médias internationaux sans fragiliser la liberté d'informer? Ou autrement dit, autrement posé, où commence la protection de l'État et où finit la liberté de la presse? Et vous, qu'en dites-vous? Qu'en pensez-vous de ce débat? Où situez-vous dans ce débat? Parce que ce sujet n'est pas une seule lecture. Certains vont considérer que cette décision est nécessaire, surtout dans un contexte où la désinformation peut aggraver l'instabilité sécuritaire. D'autres y verront une dérive inquiétante, une forme de contrôle de l'information qui peut fragiliser le débat public. Et vous, pensez-vous qu'un État en guerre contre le terrorisme doit avoir le droit de restreindre certains médias pour protéger sa population? Ou pensez-vous que c'est justement dans ces moments-là que la liberté de la presse doit être la plus forte? Il ne faut pas oublier une chose. Dans toutes les zones de conflit dans le monde, la bataille de l'information a toujours été centrale. Des guerres modernes aux conflits asymétriques, la manière dont un événement est raconté peut influencer l'opinion internationale, les aides extérieures et même les stratégies militaires. Le Sahel ne fait pas exception. Mais ce qui change aujourd'hui, c'est la vitesse de circulation de l'information, la puissance des réseaux sociaux et la fragilité des institutions médiatiques locales face aux récits globaux. Ce type de décision ne marque pas probablement une fin, mais plutôt une escalade. Parce que plus les États cherchent à contrôler leurs récits médiatiques, plus les médias internationaux vont défendre leur liberté d'investigation. Et au milieu de cette tension, il y a un acteur qui est souvent oublié, les populations locales, qui doivent naviguer entre plusieurs versions de la même réalité. Et c'est peut-être là le point le plus important. Quand la vérité devient multiple, qui décide de ce qui est vrai, les amis? Ce que révèle cette affaire, ce n'est pas seulement une suspension de chaîne, c'est un symptôme. Le symptôme d'un monde où l'information est devenue un terrain de confrontation stratégique. Et dans ce contexte, une chose est certaine, nous ne sommes plus seulement dans une ère de journalisme, nous sommes dans une ère de guerre narrative. Alors, je vous repose encore la même question, une dernière fois. Est-ce que ce type de décision protège réellement la stabilité d'un pays? Ou est-ce qu'il fragilise le droit fondamental à une information libre et pluraliste? Je veux lire vos réponses dans les commentaires, parce que ce débat ne fait que commencer. Et si vous avez aimé la vidéo, likez la vidéo, partagez la vidéo et surtout abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains décryptages. Et comme toujours, ce sera du lourd, du très lourd.